All right, tout le monde, bienvenue à Pris en quarantaine, le podcast où j'apprends à connaître les gens derrière l'athlète, derrière l'entrepreneur, derrière l'artiste, le musicien, name it. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir une personne qui a un CV à peu près gros comme le bras, Caroline Côté. En forme? Ah oui, comment? C'est sûr que Nice. c'est une période intéressante en ce moment, mais ça va super bien. Toi? Ça va très bien. Ouais, j'utilise cette période de confinement pour justement là, faire mes passions qui me trottaient dans la tête depuis un bout, dont ce podcast-là. Fait que je m'occupe, j'ai du fun. Là. Ça fait longtemps que tu voulais faire ça. Je veux dire, tu as pris l'initiative de te partir un projet parce que tu avais un peu moins de travail, puis tu t'es lancé. Tu as tout compris, ma chère. Moi, je suis un grand fan de podcasts depuis plusieurs années. J'en écoute pas mal. Ouais. Surtout des podcasts comme on fait. Là, veux pas, je t'ai inspiré pas mal plus de par les podcasts du one-on-one, tu apprends à connaître l'humain. Fait que beaucoup de ça. Là, Lance Armstrong, il y en a un qui s'appelle The Forward. Évidemment, Joe Rogan. Tous ces podcasts-là. Fait que ça fait longtemps que j'écoute ça quand je cours ou quand je fais un sport X. Puis je me suis dit, un jour, je vais en avoir un. Puis là, ben voilà, le meilleur moment était de le faire pendant le COVID. Oui, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour ça. Puis même moi, j'en écoute là, beaucoup plus. J'écoutais les derniers que tu avais faits avec Elisabeth Cochon puis son frère, qui était vraiment intéressant. Puis je pense que, tu sais, même en courant ou en faisant toutes sortes de choses, en cuisinant, les podcasts, ça revient vraiment à la mode. J'adore ça. Oui, vraiment. C'est vraiment un nouveau média qui est, selon moi, une plateforme qui va être exploitée. Aux États-Unis, c'est vraiment fort. Ici, on commence. Il y a beaucoup de monde dans le monde de l'humour qui en font, là, comme Mike Ward, Jerry Alain. Je pense que Guillaume Wagner en a un aussi. Moi, en tant que coureur, puis en tant que gars qui a déjà fait de la vidéo, qui a fait un paquet d'affaires dans sa vie, j'étais genre, man, je vais tout mettre dans un melting pot, puis je vais trouver une ligne directrice, puis je vais faire ça. Puis je trouve que le podcasting, c'est un nouveau média, puis une nouvelle plateforme qui est fort intéressante. Puis, est-ce que tu trouves que, justement, aux États-Unis, il y a quelque chose de différent avec le Québec? Pourquoi ici, c'est pas aussi fort? Tu sais, je pense que peut-être là-bas, ils ont des chances d'être rémunérés de faire ça à temps plein. Est-ce que toi, tu avais pensé à ça? Puis, comment ça se passe, tu sais? Je pense qu'aux États-Unis, c'est comme hier, je parlais avec Alistair Gardner. On parlait des courses de plus courte distance, comme, mettons, les kilomètres verticales et les Sky Race et ainsi de suite. Ici, c'est beaucoup moins populaire que les ultras présentement, mais aux States puis en Europe, c'est très, très, très populaire. Ben, plus les ultras aux States, c'est plus populaire, mais les kilomètres verticales et les Sky Race, c'est plus populaire en Europe. Puis on n'est pas encore rendu à ça au Québec. Puis je pense que c'est un peu le même phénomène avec le podcasting. Je pense que le Québec est moins familier avec les podcasts parce qu'on n'est juste pas rendu là encore. Mais je pense que là, ça gagne en popularité. Là. Tu vois, je suis sur quelques groupes de Facebook de podcasteurs, puis il y en a quand même pas mal en underground comme moi, puis les plus populaires comme, mettons, Mike Ward sous écoute, c'est les plus écoutés au Québec. Mais tranquillement, on va en voir, puis je pense que ça va naître de plus davantage. Puis éventuellement, c'est sûr que je pense que les entreprises vont avoir avantage à se tourner vers ce genre de nouveaux médias-là, puis ces plateformes-là. Là. Oui, c'est vrai. Mais on verra. Écoute, moi, je le fais pour le fun, pour rencontrer justement des gens comme toi. Parlant de gens comme toi, je vais faire un pedigree un peu de ton parcours. Je ne sais même pas par où commencer, sincèrement. J'ai comme trop de trucs devant moi. J'ai comme une liste là, très longue avec toutes tes courses. On va y aller avec, premièrement, tes courses de trail. Bon, OK, tu es une coureuse au travers de toutes tes aventures et tes vidéos. Tu as commencé en 2015, si je ne m'abuse, jusqu'à aujourd'hui. Et tu cumules des podiums quand même fort intéressant qui catégorise pas mal dans les bonnes coureuses au Québec à la Élie Cochon et Anne Champagne. Ultramarathon Guatemala, 93 kilos. En 2018, tu es arrivé deuxième. Transmartinique, 144 kilos. Troisième en 2018. North Face Endurance Challenge, 80 kilos. En 2019, deuxième. Trail de la clinique du coureur, troisième sur le 50.
Les Traces du Nord Basse-Terre, 84 kilos, 2019, première et deuxième. C'est pas mal tout ce qu'on voit. Puis, en termes d'aventure, aventure en Patagonie, mais majoritairement aussi, je pense, dans le nord du Québec. Tu te spécialises pas mal plus dans le nord du Québec. Je ne sais pas si c'est une spécialité où tu as commencé par là, puis éventuellement, tu vas traverser l'Atlantique, qui sait, là? Ben, les régions froides, c'est quand même assez intéressant de mon côté. Ou on dit froid dans le nord du Québec, je suis allée plus l'été, mais ouais, c'est aussi une atmosphère qui est quand même assez spéciale. Ouais. Ben écoute, commençons. Ben, on va commencer par ça. Pourquoi est-ce que toi qui es réalisatrice, vidéaste, aventurière, trail runner, pourquoi est-ce que tu as choisi d'explorer le Nord avant tous les autres pays? Oui, il y a quelque chose qui est quand même assez inaccessible, je pense, de certaines régions froides ou, je veux dire, par exemple, le nord du Québec. Combien de personnes dans notre entourage, je ne sais pas, tu feras un questionnaire, mais tu sais, moi, de mon côté, combien de personnes sont allées dans le nord du Québec? Il y en a tellement peu, puis pourtant, tu sais, c'est chez nous, tu sais. Puis, clairement, dans le parc Courgevac, par exemple, au Nunavik, je me rends compte qu'on est tellement peu à Montréal à connaître la région, puis même à savoir c'est où, comment la placer sur une map. C'est des coins qui, pour moi, sont des endroits où j'ai beaucoup d'intérêt parce que, d'un, les contextes environnementaux sont vraiment différents. Tu sais. La faune, la flore qui est de la toundra pour la grande majorité de cet endroit-là, c'est du jamais vu pour moi, puis ça me sort vraiment de ma zone de confort. C'est, on dirait, une place où tu sais, t'as pas avoir d'acquis du terrain pour vraiment que tu te renseignes, puis que tu ailles là-bas, puis tu fasses tes preuves, puis filmer dans des contextes comme ça, pour moi, ça me demande de faire beaucoup de défis, puis c'est ce que j'aime. Je t'ai perdu un peu, là. On a eu un petit lag. Ouais. Tu disais que ça t'apporte des défis parce que personne connaît ces endroits-là, c'est ça? Oui, exact. C'est des places qui sont où tu peux pas vraiment te rendre, soit des fois c'est entièrement d'un avion ou quelque chose comme ça. Puis je suis attirée vers ces places-là pour y aller, puis amener des gens aussi explorer ces endroits-là. C'est sûr. Fait que parcours Jouac, c'est vraiment intéressant. Nice. Clairement, il n'y a pas grand monde qui sont allés dans le Nord. Les seules personnes que je connais qui sont allées dans le Nord, à part pour justement vivre des aventures, c'est soit des profs ou des personnes qui ont travaillé pour le Plan Nord. Puis c'est souvent ces gens-là que tu rencontres qui disent c'est un monde complètement à part, ça vaut vraiment la peine. Puis souvent, ils reviennent, puis ils sont époustouflés de leur aventure, de leur expérience. T'sais. Fait que j'imagine même pas toi qui débarque là avec une tente, avec un avion de brousse, puis qui fait comme go, je pars puis je marche. Ça doit être assez hallucinant. Oui, c'est quand même des expériences qui changent aussi. Tu sais, la dernière fois que j'étais allée, c'est ça, dans ces endroits-là, dans le parc Courgevac, j'avais amené des filles qui avaient rarement fait des aventures dans le coin, puis qui avaient rarement fait du plein air aussi avant. Puis je pense que de les voir évoluer dans ce terrain-là, c'est ce qui m'apportait aussi beaucoup de joie parce que c'est des places où tu te découvres. Puis quand tu filmes des filles qui sont en pleine découverte d'elles-mêmes, c'est vraiment beau. Puis c'est pour ça qu'on avait fait le projet documentaire Kamanik. C'était pour Kamanik, ouais. Voir cette force-là d'entraide entre les filles dans un contexte qu'ils n'avaient jamais exploré nécessairement. Tu sais. C'est fou ça. Tu as mentionné... mettons, pour faire un petit parallèle, tu as mentionné évoluer dans cet environnement-là. Toi, étant plus jeune, est-ce que tu as évolué dans un environnement d'aventure? Ben non, j'étais vraiment éloignée là, de tout ça. Puis c'est pas
À partir de tu sais, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, je me suis jamais dit, OK, ben, je vais devenir ce que je suis aujourd'hui, je vais faire l'aventure, puis je vais devenir réalisatrice, là, loin de là. Moi, je suis née sur la banlieue de Montréal. J'ai habité dans quelques quartiers là, jusque-là après à Montréal, puis ça a été long avant que je sois vraiment attirée à partir de la ville. Puis c'est venu environ à l'âge de 20 ans. Avant, j'avais, tu sais, mes seules habitudes d'aller en plein air, c'était aller chez ma tante puis mon oncle à Charlevoix. Puis là, j'avais, tu sais, un peu plus euh, de, de plaisir à découvrir ce terrain-là, mais il n'y avait rien qui me poussait à aller vers d'autres continents, tu sais, nécessairement. Je comprends. T'es-tu comme moi ou est-ce que moi, j'ai eu des parents qui m'ont essayé, tu sais, qui ont essayé de me pousser fort dans le sport étant plus jeune, mais c'était pas nécessairement des sportifs eux-mêmes. Est-ce que toi, tes parents étaient sportifs? Ils t'ont-tu poussé à essayer des sports étant plus jeune? Ah, je dirais que non. Mon père était représentant médical, puis ma mère était archiviste. Et c'était un peu, t'en fais si tu veux. Ils m'ont jamais poussé à faire des sports comme le soccer, des sports d'équipe. Puis moi, ça m'allait parce que j'étais très introvertie. Tu sais, j'aimais pas ça, aller avec des gangs. Puis là, OK, on joue à telle affaire. Moi, ça me demandait beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. Puis, fait que finalement, j'ai plus commencé à explorer le plein air d'une façon vraiment solitaire, puis d'aller dans des petits bois, des petites forêts, puis ça a commencé comme ça. Ouais. T'allais sur le Puis Mont-Saint-Hilaire. c'est vraiment ça, là, c'était le plus grand, le plus grand, mettons, endroit où je me retrouvais, puis ça me dépaysait un peu, puis c'est vraiment pas loin, puis c'est correct, tu sais. Puis après, ben, ça a été la course, la course de trail avec Arcana. C'est un endroit à Charlevoix où tu cours, puis c'est une aventure en condensé. Puis ma première expérience, c'était 65 km. Puis courir là-bas, ben, c'était de la nouveauté. Puis à partir de là, ça a été un bon départ pour me dire que j'avais envie de partir de mon côté, ouais, puis d'aller plus loin. Ça a fait naître, Arikana a fait naître beaucoup d'envie de courir, puis d'explorer plus loin. Moi aussi, ça a été la même chose. J'ai découvert Arikana, puis là, tout d'un coup, pouf, je me suis dit, OK, parfait, j'ai le goût d'essayer les ultras, puis je me suis ramassé à faire des ultras. Mais on reviendra au trail avant, plus tard. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu patentais sur des caméras déjà? C'était pour moi jouer avec des caméras vraiment quelque chose que je faisais jamais. Je veux dire, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand au cégep, j'ai décidé de prendre ma spécialisation. Mes cours de cégep, ben, j'ai décidé de les faire en cinéma et communication. Puis c'est un département où je me sentais à l'aise parce qu'il n'y avait pas de mathématiques. Puis moi, je voulais vraiment pas faire de maths. Donc, je me suis lancée dans le cinéma à peu près juste pour ça, en me disant, OK, ben, je vais faire le cégep là-dedans, puis on verra après. Puis pendant les cours de cégep, tu sais, c'est sûr que j'ai commencé à développer la passion de filmer, de faire du montage. Puis dans ce temps-là, c'était avec les vieilles petites cassettes, là, des VR, quelque chose comme ça. Fait que, c'était vraiment différent d'aujourd'hui, mais j'ai vraiment trippé pendant le cégep sur mes cours. Sauf que là, je me suis dit, ben, tu sais, je pourrais jamais devenir réalisatrice parce qu'il y en a tellement peu au Québec. Puis ça serait un peu mettre toutes mes œufs dans le même panier de me dire que j'allais pouvoir faire ça ma vie. Puis j'ai juste abandonné l'idée. C'est vraiment dommage. Et ensuite, c'est revenu vers moi, puis j'ai persévéré dans cette voie-là. Mais ça a été un mélange d'aventure puis de mes études. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que tu as étudié en vidéo. Donne-moi une petite seconde, j'ai échappé mon stylo. Je ne sais pas, il est là. Parce que je prends des notes en même temps pour ne pas perdre le fil des fois de mon sujet. Parfait. Fait que tu as vraiment découvert le vidéo au cégep. Oui. Tu sais, c'est une voie qui était quand même intéressante de me dire, OK, ben, tout ce que tu peux faire, tu peux le raconter en images. Fait que c'est ce qui m'intéressait. Mais on étudiait beaucoup en
cinéma de fiction et vraiment peu en documentaire. Moi, je trouvais que la fiction, c'était du surfait. Il fallait toujours, tu sais, mettre un fil de plus, puis on n'avait jamais accès à la personne en soi. C'est pour ça que je suis allée voir le documentaire. Puis, de cette manière-là, j'avais vraiment comme l'impression d'avoir une certaine accessibilité à la personne que j'interviewais en vrai, tu sais. Clairement. Le documentarisme, c'est la façon la plus facile de rentrer dans l'univers de quelqu'un puis d'être plus intime. Là, tu sais. Puis, je pense que tu as un intérêt vers ça. Est-ce que tu as eu des études ou tu as fait des études dans le domaine? Hey non, moi, un peu comme toi, moi, le sport est arrivé quand même assez tard dans ma vie, vers 24 ans. Avant, j'étais totalement sédentaire. Je faisais à rien qui s'appelait du sport. Puis j'avais parti une petite web télé à l'époque. Fait que je filmais tout ce qui était culturel avec des DSLR, des caméras HD, des petites caméras HD. Puis on s'est promené partout dans les festivals au Québec. Puis on filmait. Puis on avait du fun. Fait que, c'est sûr que moi, aussitôt que j'entends parler de vidéos ou de caméras, je suis pas geek à mort de caméra en soi, mais l'image puis la réalisation derrière, ça me branchait beaucoup plus que filmer en soi. Là. Fait OK. que, ouais. Mais c'est un domaine ça prend beaucoup de motivation. Ça prend beaucoup de patience aussi, je trouve, là, pour faire tout ton montage. Il faut que tu aies l'œil aussi. Fait que j'ai comme tergiversé vers d'autres trucs. Quand le sport est arrivé dans ma vie, c'est là que je suis rentré dans le gym et tout. Fait que j'ai comme laissé ce côté-là, le côté vidéo un peu, les délaissé. Mais là, tu vois, le côté communication revient avec ce podcast-là, comme on disait ce matin. Là, j'ai toujours voulu relier soit le sport, l'aventure, mes expériences d'une certaine façon. Là. Fait que c'est un peu ça. Okay. Quand tu as fini le cégep ouais. en cinéma, ou bien pas en cinéma, mais en cinéma, c'est ça? Oui, exact. Comment t'es allé où après? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé dans quel domaine? J'étais vraiment perdue parce que je me disais que ben là, je voulais pas aller en réalisation. Je me disais, tu sais, ça va vraiment pas marcher. Il n'y a pas assez d'ouverture. Fait que je me suis déplacée vers plusieurs domaines à l'université. J'ai essayé la paléontologie marine. Voyons. Ça a vraiment, pour moi, été une révélation que je voulais en connaître davantage sur le monde marin, puis tu sais, sur les petits organismes, puis sur la faune, la flore. Je savais que c'était ma passion aussi. Mais encore là, faire ça, faire des relevés de terrain, faire des tableaux Excel, je me disais, wow, c'est trop pour moi. Fait que pas de paléontologie marine. Alors là, j'ai changé. J'ai essayé d'aller vers la publicité, le graphisme, parce qu'il y avait le côté artistique. Fait que j'ai essayé là-dedans. Puis finalement, j'ai continué les études à l'Université de Montréal en publicité. Ah ouais? Ça m'a mené là, ouais. Fait que tu as travaillé longtemps dans le monde de la pub suite à la paléontologie marine. Ouais, j'ai travaillé un petit peu, mais pas longtemps avant de vraiment plus avoir le souffle pour aller plus loin là-dedans. Là. Ça, c'est encore plus tough, là. Toujours être devant ton ordi, à faire des dessins pour des compagnies, et ainsi de suite. Là, faut que tu sois toujours créatif, puis le monde il doit être quand même assez exigeant aussi, j'imagine. Là. Ça doit être tough, pareil. Là. Ouais, je pense que j'avais fait un stage chez Acouphène, une petite compagnie de publicité à Montréal, super cool. Puis j'étais là-bas en stage. Puis à un moment donné, c'était mon rêve là, d'être là-dedans, puis d'évoluer avec des vrais créatifs. Sauf que j'ai compris les normes du domaine de la publicité. Puis là, j'ai juste pris mes choses. Puis je suis jamais revenue parce que c'était trop. Puis trop de projets qui me ressemblaient pas. Fait que je me sentais pas utile dans le monde où j'évoluais. Puis, tu sais, quand tu te sens pas utile dans ce que tu fais, je trouve que c'est tellement dur de continuer. L'enfer. Ça te met des bâtons dans les roues, finalement. Ça te démotive. Là, ça te crée une méga démotivation. Ça, dans ton domaine, je pense que c'est la même chose aussi. Puis les gens le voient, tu sais, quand t'es pas toi-même, quand t'es pas sur ton X un peu, là, quand tu suis pas la voie que tu es Absolument. prendre. C'est un peu la même chose. C'est que moi, j'ai vécu la représentation.
j'ai fait de la représentation dans ma vie, puis à un moment donné, j'étais genre, oh, man, c'est tellement pas moi, là. T'es tout le temps en train de. T'es dans un chiffre, puis il faut tout le temps que t'ailles plus, puis mon Dieu, là, j'étais genre, ah, non, 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 non. Fait que je suis revenu dans le monde des gyms, où c'était beaucoup plus humain, puis l'interaction était là, là. Fait que je comprends tout à fait le feeling, le feeling d'être à la mauvaise place, là, tu sais. Puis quand, là, tu termines, là, tu décides comme là, là, c'est assez la publicité. T'as-tu pris une caméra, puis c'est là que tu t'es dit, OK, go, je fais de la réalisation, puis c'est ça que je fais, et j'ai envie de pousser là-dedans? Ben, tu vois, j'ai exploré plusieurs situations, puis je me suis pas lancée toute seule avec ma cam parce que j'étais encore jeune, puis je connaissais pas trop c'était quoi l'entrepreneuriat, puis j'étais loin d'avoir les connaissances ou le guts de me dire, j'y vais à fond. Puis je remarque tellement que les jeunes qui ont ces capacités-là de se lancer après les études dans l'entrepreneuriat, là, c'est wow. Moi, je n'avais pas eu le courage de le faire. J'aurais bien aimé, mais je me suis tranquillement en allée vers une entreprise de coaching. C'était du coaching de leader en entreprise. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était intéressant, c'est qu'ils amenaient des gens de business montréalaise, là, des gros bureaux d'avocats, par exemple, ou par exemple des marques comme Cadillac, à sortir à l'extérieur, à vivre des expériences vraiment, vraiment intéressantes en montagne. Comme, par exemple, le boss d'une compagnie pouvait travailler en lien avec la personne qui était sa secrétaire, tu sais. Puis les deux formaient des liens, puis les réalités étaient très différentes entre les deux personnes, mais sur la montagne, quand on coachait les défis comme ça, tout le monde était sur un pied d'égalité. Tout le monde s'aidait, puis tout le monde arrivait en haut du sommet, en haut de la montagne. Puis c'est donc bien cool, ça. C'est super comme expérience. Fait que toi, tu as travaillé pour cette petite entreprise-là? Exactement. Puis c'est une compagnie qui fait des défis de leadership, soit en canot, au Mont-Washington pour monter la montagne, dormir à l'extérieur l'hiver. C'est quand même des contextes où des fois tu te demandes, tu sais, en équipe, est-ce qu'on va y arriver? Puis de finir ces expériences-là, ben, tu reviens dans ton bureau, puis l'équipe est complètement transformée. Hein. Fait que c'est donc bien malade. Ouais, c'est un peu dans le contexte que j'avais évolué. Puis oui, je faisais un petit peu de coaching. J'ai coaché des gens qui couraient de Montréal à New York en équipe, en relais. Puis ça faisait que des dames, tu sais, en haut de la cinquantaine, des fois, arrivaient à New York après avoir couru sur 3 jours, environ 80 km. C'est hot. Juste avec le mental, puis un peu d'entraînement avec l'esprit d'équipe. Puis ça, c'est des expériences qui m'ont changé, puis qui m'ont amené à vouloir courir aussi de mon côté, mais à toujours me dire que, wow, on est tellement plus forts ensemble. Fait que ça a été une belle expérience. Puis c'est là que j'ai trouvé l'opportunité de prendre ma caméra pour filmer en haut des montagnes. Fait que cette entreprise-là m'a permis de rassembler mes passions de dépassement, puis de filmer. Et j'ai filmé beaucoup, j'ai fait des montages un peu sommaires là, après des expériences où les gens se dépassaient. J'ai mis ça en ligne, puis tranquillement, ça m'a amené ailleurs. Puis là, j'ai décidé de me lancer moi-même après là, dans l'entrepreneuriat. Faire le gros leap of faith vers l'entrepreneuriat. Puis ça doit être stressant de voir tout lâcher. Ben, en fait, tu lâches tout, puis là, tu te dis, oh, là, il n'y a vraiment rien devant moi. Est-ce que je vais réussir? T'sais? Et dans le monde du vidéo, déjà, c'est très compétitif, surtout à Montréal. À Québec, c'est très compétitif. J'imagine même pas à Montréal. T'as-tu pogné un 2 minutes? Pour moi, c'était quelque chose de me lancer, puis j'avais jamais nécessairement pensé à ce que ça allait être gagner ma vie de ça. Je pense que littéralement, j'avais juste envie d'arrêter tout ce qui était là avant. Fait que j'avais plus vraiment de solution. J'ai décidé de me dire, OK, ben, j'ai pas aucun autre choix, sinon je suis pas motivée à l'intérieur. Fait que j'ai décidé de partir par moi-même. Puis tout le monde te dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Ben non, ça se peut pas.
T'es une fille, tu te lances là-dedans aussi, tu sais. Le monde de la caméra, le monde de la réal, c'est tellement masculin. C'est Fait macho, puis... ouais, un peu. Fait que, il y avait aussi ma sœur qui était dans le temps, qui commençait à être artiste. Puis elle avait annoncé à mes parents une soirée comme ça. Bon, ben, ça y est, je suis devenue ce que je suis un artiste. Puis depuis ce temps-là, ça m'avait amené beaucoup à me questionner, puis à me dire, OK, ben, comment je vais annoncer ça aux gens? Puis elle, juste d'avoir fait le saut, puis de le nommer, qu'elle voulait devenir une artiste, malgré que c'est l'affaire la moins concrète du monde. Tu sais pas comment tu vas gagner ta vie en étant artiste. Ben, elle avait fait le saut, puis ça m'avait tellement inspirée, puis elle est plus jeune que moi. Puis c'est elle qui a fait ça, d'ailleurs, en arrière. Ah ouais? Ah, c'est Elle a, magnifique. elle a peint sur le mur de la cuisine. C'est quand même spécial. Mais Très cool, très cool. ça, Ariane m'a beaucoup amené à vouloir devenir ce que je suis maintenant. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça a été plus simple. Dès que tu le nommes, ce que tu es, dès que tu nommes ta passion, ça devient inévitable. Les gens s'accrochent un peu plus à toi, tu sais, parce que Clairement. tu es honnête, puis ben, tu dégages ce que tu es à l'intérieur. Puis quand est-ce que tu t'es dit, OK, là, je pars à l'aventure, je fais ma première vraie expédition, puis je vais tout filmer, puis je me lance dans le vide, puis j'ai peur. Ouais, ben, c'était vraiment ça, là. C'était vraiment de la peur parce que je savais que j'avais de l'intérêt de devenir cinéaste d'aventure, mais tu sais, c'est parce que il fallait que je fasse des aventures, puis deux, ben, que je sois capable de filmer, mais tu sais, j'étais pas quelqu'un, moi, comme on a parlé, qui était attiré vers le outdoor, à la base, le plein air. Fait que là, je me suis jointe à une expédition qui s'appelait Expé Antarctique en 2014. Une expédition qui était assez soutenue là, en termes de dépassement de soi. Il fallait vraiment oser quand même ben, travailler beaucoup pour se rendre là. Puis c'était Qu'est-ce que tu veux dire? ça, Tu veux dire qu'il fallait que tu montes tes. Tu sais, pour ta première aventure, il a fallu que tu mettons, trouves tes commanditaires puis que tu fasses une levée de fonds, mettons? ouais, exactement. Tu sais, on parle d'entrepreneuriat, mais faire des aventures, des fois, il t'en faut pour accéder à ce genre d'expédition-là parce Tout qu'il à faut fait. que tu démarches beaucoup les gens autour de toi pour trouver des partenaires. Pour Expo Antarctique, j'étais jeune, j'avais à peu près 24 ans. Puis sinon, ben, c'est ça, c'était de se dire, OK, ben, on a tel nombre de mois pour arriver à faire un projet, 30 jours sur le continent antarctique, puis à trouver les fonds pour y arriver. Puis moi, de mon côté, j'ai dû faire beaucoup de... ben, j'ai dû prendre des montants incroyables là, à cet âge-là. C'est un 20 000 t'es comme, OK, ben, c'est immense. Comment je vais faire pour ramasser ça? Puis Hey, hein? c'est de l'investissement. Là. Tu te dis, OK, ben, est-ce que je vais pouvoir comme revoir le bénéfice de toute cette expédition-là après? Fait que je me suis lancée avec 5 autres jeunes Québécois dans le temps. Puis on y est arrivé, on a ramassé l'argent qu'il fallait. C'est sûr que le navire qui nous accompagnait là-bas, c'était un bateau à voile. Puis il restait avec nous sur le continent pendant toute l'aventure. C'était des coûts énormes à Aïe, ramasser. aïe, hein? Ouais. Puis Aïe, aïe. j'étais arrivée là-bas, j'avais jamais filmé nécessairement d'expédition. Puis j'avais fait le maximum d'entraînement avec ma petite caméra avant de partir. Mais je me disais, oh, advienne que pourra. Ça va être quelque chose. Puis quand tu es arrivé là, tu t'es dit, ouf, là, c'était supporté à 100%, vous aviez des gens avec vous tout le temps. Est-ce que les autres vous préparaient la bouffe, fait que c'était moins stressant ou pareil, il y avait un sentiment de stress, c'était la première aventure, puis là, oh boy, c'est now, là. Ben, tu sais, c'était pas guidé, là. C'était vraiment, on était les maîtres de nous-mêmes là-bas. Puis s'il nous arrivait quelque chose, c'était nous qui payions les risques qu'on avait pris. C'était nous qui allions les payer. Fait que pendant tous les mois avant de partir, je devais devenir autonome puis trouver des solutions pour filmer sur le continent. Comme, tu sais, tu filmes avec
Une caméra, ben, ça te prend des panneaux solaires. Comment tu vas brancher tout le système? Tu sais, ça prend des grosses batteries pour emmagasiner toute la charge. Fait Hey, qu'on... c'était exactement une de mes questions, ça. On en reviendra tantôt, là. Ouais. L'équipement là-bas, c'était de la nouveauté là, pour moi. Fait que se lancer là-dedans, ouais, ça a été de se dépasser puis de travailler avec les autres membres de l'équipe. J'étais pas, quand je suis arrivée sur le continent, j'étais vraiment pas confiante. Je prenais mon temps pour tout analyser les situations, puis c'était beaucoup de nouveautés sur le terrain avec des immenses crevasses, puis des températures qui changeaient d'une heure à l'autre, assez extrêmes. C'est fou, ça. Le feeling que tu dois avoir, c'est l'immensité qu'il y a devant toi. T'es-tu atterri dans un village? T'es atterri dans une toundra, dans une plaine avec la neige à perte de vue, là? Comment ça se passe quand on va en Antarctique? Ben, là, tu vois, je suis retournée en 2019, puis ça a changé beaucoup depuis le temps. De 2014 à 2019, les conditions là-bas sur le continent, c'est déplorable. Il y a tellement de pétrole sur les berges à cause des gros navires qui vont là en mode expédition touristique. On débarque, on fait aller les bateaux à moteur. Tu sais, il y a beaucoup de ça, puis c'est vraiment déplorable. Ça me fait beaucoup de peine. Puis nous, quand on est allé en 2014, on est parti de Ushuaia. Donc, il y a un bateau qui s'appelait dans le temps le Spirit of Sydney, un bateau d'Australie qui était basé à Ushuaia, puis qui nous amenait sur la péninsule antarctique. Ça prenait environ 5 à 7 jours pour s'y rendre, mais en passant par le Cap Horn, c'est l'endroit le plus, avec les vagues les plus soutenues, je pense, sur la planète. Puis comment tu t'es senti en mer à Cape Horn avec les vagues de 20 pieds de haut, mettons? Tu sais, quand tu dis que l'aventure va commencer quand tu vas mettre les pieds sur le terrain, ben là, c'était pas le cas. C'était quand tu mets les pieds sur le bateau, tu sors du canal Beagle. Pour moi, d'avoir le mal de mer puis de devoir sortir, faire les chiffres sur le bateau 3 heures à essayer de faire les manœuvres avec les winches puis tout ça, ben, ça me demandait tellement d'énergie. Puis c'est là que tu dis, OK, ben, tu dois faire ton métier, tu dois filmer quand même si tu es en train d'être malade sur le bord. Ben, c'était ça. Puis on est arrivé en Antarctique, je pense, la majorité de l'équipe. Dès qu'on a mis les pieds sur le sol, on était vraiment heureux. Puis on s'est dit, OK, ben là, on prend une journée de repos parce que ça n'a pas d'allure. On s'est fait ramasser. Aïe, aïe. Puis justement, tantôt on parlait de matériel. T'es sur le bateau, il y a des grosses vagues, t'as de la misère à gérer ton mal de mer. Comment tu fais pour filmer? C'était un petit voilier, là. C'était vraiment, vraiment pas gros. Puis là, déjà, on avait un petit peu de power, mais quand tu arrives sur le continent, là, tu te dis, OK, ben, si on a un problème de batterie, on ne peut pas ramener de vidéos ni de photos à nos partenaires. Fait que là, t'imagines le stress, c'est tout le monde compte sur nous. Puis dans le temps... Parce que là, c'est ça, tu as de la redevance envers ceux-là qui t'ont aidé à aller là. Certains. Puis dans le temps, on avait essayé de se dire on envoie une photo par 2 jours à Montréal pour la mettre sur les réseaux sociaux. Fait qu'on avait une balise qui devait être chargée pour qu'on puisse faire du transfert de données. Mais tu sais, en Antarctique, avec t'as rien. Là, comme... Fait que déjà, de patenter une batterie qui est assez forte pour tenir la charge des panneaux solaires sans qu'il y ait d'intermission de force, mais qui ne soit pas trop lourde. C'était vraiment un challenge. Puis on a travaillé fort avec des équipes québécoises qui nous ont aidés pour ça. Mais maintenant, c'est vraiment plus simple avec, je ne sais pas si tu connais la compagnie Goal Zero. Non. Ils font des petits panneaux solaires, puis c'est super léger, vraiment efficace. Là, tu peux aujourd'hui te permettre de travailler comme ça aussi. Là. Mais, fait qu'aujourd'hui, les aventures pour filmer sont plus faciles qu'à l'époque. C'est sûr que les technologies évoluent, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de pouvoir filmer tes aventures. Là. Oui, c'est sûr. Puis on
on se met à connaître beaucoup plus de gens, à trouver des panneaux solaires vraiment plus efficaces, puis tellement plus légers, où maintenant, c'est des toiles, où maintenant, on apporte des batteries de charge qui sont vraiment petites. Donc, ça devient très possible d'avoir de la charge de qualité pour environ 30 jours. C'est vraiment plus facile, c'est sûr. Ouais. Fait que là, tu termines, ben pas tu termines, mais tu sais, là, tu as fini, mettons, ton premier voyage, ta première expédition, tout est beau, tu es revenu, tu as eu du matériel de vidéo que tu as pu présenter. Après ça, ça s'est enchaîné. Tu as fait plusieurs autres expéditions. Là. C'est sûr. Puis, tu m'aurais dit dans le temps, après Expo Antarctique, OK, ben, tu vas dans ta vie, ben, ça va devenir ton travail. J'y aurais pas cru parce que moi, je voulais faire des vidéos plus à Montréal, travailler sur le terrain, mais en filmant dans la ville. Puis de plus en plus, je me disais, OK, ben, je commence à être appelée pour des espèces de tournages en nature. Puis là, je me suis dit, OK, ben, c'est peut-être la niche que je veux développer. Je trouvais qu'il y avait déjà, comme tu dis, beaucoup de filmmakers, de gens qui filment dans urbain, les villes. Ouais. Fait que je suis allée vers ça, mais encore en doutant beaucoup de mes capacités pour me dire, OK, ben, là, tu viens de dire que tu vas filmer, mais devenir comme cinéaste d'aventure ou vidéaste à l'extérieur, ben, c'est autre chose. Ben là, tu t'es garoché les deux pieds dedans, tu l'as fait, tu sais. Ouais, puis, tu sais, c'est venu, j'ai décidé d'investir pour aller dans une autre expédition où là, j'ai vraiment senti que ça devenait plus professionnel puis sérieux. Puis là, tu vois, ça fait 4 ans maintenant, puis c'était Pull of the North, une expédition de canot sur l'eau, sur la rivière Yukon pendant 2000 miles. C'était 2 mois et demi de pagaie. Et là, ben, c'est ça. Avec le documentaire que j'avais fait dans le temps, je me disais, OK, là, c'est mon deuxième gros. C'est bon que, tu sais, je continue puis que j'arrête pas. Si j'arrête de faire ça, je vais peut-être manquer des opportunités. Là. C'est malade. Le Yukon, comment tu as trouvé ça? Moi, c'est une place où j'aimerais vraiment pouvoir visiter un jour dans ma vie. Ça a l'air magnifique. Tu sais, on est arrivé là-bas, moi, Martin Trahan, c'est un canoïste de grande distance québécois qui a fait les chemins de l'or bleu. Il y avait Yann Finch, un Anglais, puis il y avait Jay Colch, un Américain. Donc, on était une équipe à l'international. Puis moi, je me disais, ben, tu sais, c'est au Canada, cet endroit-là, dans le coin de Whitehorse, tu sais, je connais ça, c'est comme le Québec, tu sais. Puis juste de voir dans les yeux des gars que ça les dépassait totalement, tu sais, l'anglais puis l'américain, de voir tout ce terrain-là avec cette nature vivante, puis les rivières bleu ciel, l'eau cristalline. Là, j'ai fait, OK, ben moi aussi, dans le fond, je me sens vraiment pas dans un endroit que je connais, puis c'est tellement, tellement riche. Puis c'est là que j'ai compris que ça allait être 2 mois et demi passés dans un environnement puis un contexte immense. Puis c'était paradisiaque. C'est malade. T'as-tu la chance de croiser des gens de là-bas? Je sais que tu as déjà eu... tu as déjà parlé avec des Indiens, des gens qui étaient du Nord. Est-ce que tu as trouvé que la culture était complètement différente? Là? Ben, les gens là-bas sur la rivière, c'est les peuples Athabasca. C'est une sorte de langage qui regroupe plusieurs communautés. Puis, ils ont une fierté d'avoir leur langage, leur langue, pardon. Leur langue, ils ont une fierté d'avoir leur mœurs puis leur culture si fortement intégrée. Puis moi, de rencontrer ces gens-là dans des endroits qui sont seulement accessibles par la rivière ou accessibles par l'avion, par exemple, ou en traîneau à chien par la rivière aussi, mais l'hiver, ben, ça fait en sorte que il y a quelque chose qui reste, qui est tellement présent chez eux, qui permet de ne pas avoir d'impact qui vient de l'extérieur, puis qui est vraiment comme des petits villages comme par exemple Eagle en Alaska ou Fort Yukon. C'est des endroits qui sont tellement reculés que les gens là-bas vivent à un rythme
qui est tout le contraire de ce qu'on est en ville ici. C'est pas un rythme effréné, c'est un rythme qui nous dit, c'est de l'autosuffisance, c'est des gens qui chassent, qui pêchent, ouais. qui produisent leur propre bouffe, puis sont isolés, puis souvent, je pense qu'eux autres, ils s'en vont pas en ville pour rien, tu sais. Puis, tu sais, c'est aussi beaucoup, ils vivent avec le rythme des saisons, puis avec l'arrivée du saumon dans la rivière. C'est comme un cadran à chaque année qui revient. C'est merveilleux de voir ça, puis on voit dans leurs yeux toute l'illumination que ça produit dans leur corps. Parce que ça nourrit un peuple, ça nourrit des familles, puis ça permet de continuer. Mais en ce moment, il y a beaucoup de problèmes parce que les jeunes, dans plusieurs villages, s'en vont vers des endroits comme Anchorage, où là, c'est une grosse ville en Alaska. Oui, c'est ça. Ils se dirigent aussi comme à Whitehorse. Puis ça, c'est la langue qui se perd parce que les jeunes veulent parler anglais, puis ils veulent se démarquer. Se diversifier. Exactement. C'est comme les gens, c'est comme les jeunes des régions qui viennent vers les grandes villes. C'est la même chose. Là. Tu vois, j'ai vécu la même chose dans le coin de Rimouski. Il y avait certains villages que j'ai visités quand je faisais l'expédition Électron. C'était quand je partais de Natashquan, puis j'allais jusqu'à Montréal. En ski à pied. Oui, c'est ça. J'ai vu la même chose, puis il y a des écoles qui fermaient, tu sais, puis je me disais, hey, on est tellement loin de ça, nous, au Québec, mais non, c'est présent dans les petites villes maintenant. Tu vois, les gens désertent totalement parce qu'il n'y a plus l'éducation, puis il n'y a plus de services. Fait qu'ils sont laissés à eux-mêmes, malheureusement. Puis là, les villages meurent, puis là, c'est là qu'à un moment donné, ils deviennent désertiques. Puis Ouais. Ou sinon, il y a très peu d'habitants. Ah, ouais. Ouais. Fait que tu as quand même vu une espèce de clash avec vous, puis eux. Veut pas, parce qu'eux autres étaient justement isolés, puis comme tu dis, ils vont en canot ou en avion. Mais ça devait être magnifique à voir, par contre, de rencontrer des gens qui vivent de la nature, puis qui vivent la nature. Ça devait être capoté. As-tu déjà vécu je sais pas moi, des chants traditionnels ou tu t'es vraiment immergé avec la culture ou un village qui était là? Il y a eu tellement de belles rencontres. Puis ma préférée, ça a été avec un homme qui s'appelait Snook, qui vivait Snoop Dogg? Non, parce que Snoop, malheureusement, je n'ai pas rencontré Snoop, mais il vivait sur le côté de la rivière. Puis il essayait d'apprendre à son petit-fils comment faire un canot d'écorce d'arbre et de voir tout le processus en lenteur de comment il fabrique et de voir son petit-fils un peu OK, là, dépêche-toi à me montrer ça, là, j'ai pas tout mon temps, puis à jouer sur son sel. Ça a été une super belle opportunité de filmer, puis une opportunité de rencontre vraiment intéressante. Puis par rapport aux chants, beaucoup de chants, on a eu la chance d'en voir à Anchorage à la fin, dans un musée de l'héritage des nations là-bas. C'était vraiment des beaux partages, puis c'était, je pense, pour Love the Night, une de mes plus belles expéditions parce que j'avais le temps de profiter puis de rester avec les gens puis d'apprendre à les connaître avant de faire les interviews parce que quand tu fais les interviews, je pense que tu peux rapidement voir que tu fais pas un vol. Il faut que tu prennes le temps d'être avec les gens. Puis quand ça va trop vite, moi, j'ai toujours l'impression que tu connais pas la personne, tu viens, tu donnes rien, mais tu repars avec quelque chose. Pour moi, c'est comme j'aime pas travailler comme ça du tout. Alors, j'essaie le plus possible d'y aller en douceur, puis moi, de donner quelque chose aux gens que je rencontre, et non l'inverse. Puis ça, tu peux pas faire ça quand tu es là comme une après-midi. Il faut vraiment que tu t'immerses, puis que pour pouvoir créer un espèce de partage, il faut vraiment que tu t'immerges, puis que tu sois dedans pour quelques jours au moins. Là. Je pense que oui. Sûrement. Y a-tu, dans tes aventures, là, y a-tu un moment où est-ce que tu t'es dit, là, je suis en danger, puis faudrait que je revienne, ou tu as été obligé d'appeler les renforts, puis qu'il y a un hélicoptère qui débarque, qui te ramasse, puis que go, on s'en va, là?
Ben, tu sais, il y a eu une situation où j'étais en train de filmer à Tulum pour Évasion. Finalement, ça n'avait jamais été présenté, mais j'étais allée là-bas avec ma caméra pour filmer, pour présenter quelques endroits dans les cénotes, là, les espèces de caves où tu peux plonger. Puis c'était un endroit où j'avais tout filmé ce que j'avais à faire. La dernière journée, avant de revenir en avion, j'étais dans une auberge de jeunesse, puis finalement, il y avait eu une espèce de personne qui était pas très bien dans sa tête, puis elle avait essayé d'attaquer des gens là, dans l'auberge de jeunesse, mais tu sais, ça, Voyons. c'est des circonstances plus de ville. Mhm. Je dirais tellement que tu sais, quand tu voyages, quand tu visites des endroits plus isolés, quand tu explores, ben, les rencontres sont vraiment presque à 99% du temps efficaces puis bénéfiques. Puis Mhm. tellement d'échanges. Il y en a qui nous apportaient du poisson, tu sais, qu'on apprêtait après puis qu'on mettait sur le feu sur la rivière Yukon. Mais c'est tellement rare là, qu'on tombe sur des gens qui. C'est plus des gens qui sont là pour nous aider dans notre quête. C'est ça qui est cool. Clairement, Lydiane autour du monde, c'est ça qu'elle disait. Elle dit, tu sais, elle dit les peu de fois que tu voyages, tu rencontres. Quand tu voyages, il y a peu de gens que tu rencontres qui sont mal intentionnés. Puis la majorité des gens sont très, très, très bien, très bien attentionnés. Mais Ouais. tant mieux. Y a-tu un moment, tu sais, mettons dans des expéditions au nord, où est-ce que tu as peut-être souffert je sais pas moi, d'hypothermie ou de déshydratation ou X? Oui, je pense qu'à chaque fois que je suis partie, il y a eu des situations où tu te dis, OK, ben, je pense que je pourrais être sur le point de me dire, c'est trop, ou genre, c'est dangereux. Puis Ah ouais. c'est un peu contre moi un peu que je vis ça parce que tu veux pas arriver là. Mais des Mais non. fois, c'est des situations qui sont comme qui s'empilent, puis là, tu te dis, wow, je suis pas dans mon élément de confort du tout. Puis là, OK, ça passe au niveau où ça devient une situation que tu veux pas vivre. Pendant Electron, justement, où j'étais rendue à la moitié de l'expédition, euh, pas loin des Monts-Valin. Je sais pas si tu connais le coin, là, Bien c'est sûr, au tellement. Saguenay. Ouais. C'est magnifique. J'étais à peu près à la moitié de l'expédition. J'étais montée un peu plus loin. Tu sais, j'avais pas suivi le fleuve pendant toute l'expédition de Natashquan à Montréal. Je faisais une petite boucle par le haut vers les Monts-Valin avant de redescendre vers Montréal à pied puis en ski. Fait que dans les Monts-Valin, c'était assez avancé. Je pense qu'on était en mai et il y avait encore énormément de neige parce que là-bas au Québec, c'est là où il y a le plus de neige. C'est Mhm. tellement beau. Mais là, tu vois, j'étais fatiguée parce qu'après un mois à dormir pas mal à l'extérieur, euh, dans ma tente, ben, j'étais venue peut-être avoir un peu moins d'énergie, tu sais. Puis, il fallait que je commence à passer des rivières qui se formaient parce que le terrain est en train de se transformer. Il faisait 0 à 5 à 10 degrés. Puis La là, neige c'était. est en train de fondre, puis les rivières montent, puis... Ouais. Puis ça, Ah ouais. on l'avait pas prévu dans le plan initial. On savait que ça allait arriver, mais de là à me dire, OK, ben les rigoles, c'était plus des rigoles, là, c'était des endroits où il fallait que je traverse. Puis ça me prenait une journée au lieu de me prendre quelques minutes. Donc là, à un moment donné, j'ai dû me dire, OK, ben je dois traverser cette rivière-là, sinon je vais devoir faire un aller-retour. J'étais rendue vraiment prête à le faire. Je me suis lancée dans la rivière. J'étais habillée en Gore-Tex avec mon sac sur mon dos. Puis je pensais que c'était à peu près haut comme, un peu plus que ma taille ou que j'allais être correct. À me Ouais, dire, ouais, OK, ouais, ben, ouais. je me lance. Puis c'est dedans que je me suis rendu compte, évidemment, que c'était beaucoup plus profond. Fait Ouf. que juste perdre le souffle comme ça dans la rivière. Là, j'ai senti que je perdais un peu le contrôle sur ce qui allait m'arriver après. Puis je suis ressortie de l'autre côté, j'ai fait un feu. Mais là, c'est ça, c'est dans les heures d'après que j'arrivais pas à retrouver nécessairement ma chaleur. Puis avec la fatigue, j'arrivais plus à être positive pour les prochains jours que j'allais faire. Fait que là, j'ai appelé mon équipe à Montréal, puis là, on avait un code, on se disait
code A, ça va bien, code B, ça va moins bien. Puis moi, j'essayais toujours de leur dire que j'allais mieux que prévu parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent. T'sais. Mais là, j'étais allée franchement, j'ai dit « Ah non, là, ça va pas. » Puis il y avait d'autres rivières aussi à traverser. Je le voyais sur mon GPS. Puis je me disais « Comment on va faire? » Fait que ça a été des moments où, toute seule, vivre ça, c'était encore plus dur parce que, j'avais personne pour me dire est-ce que je vais trop loin? Est-ce que si on traverse ça, c'est correct de le faire ou c'est trop, tu sais. Puis quand j'ai revu des gens après cette période-là, c'est là que j'ai compris que j'allais peut-être plus jamais faire des expéditions de mon côté, tu sais, parce que j'avais envie de partager des expériences difficiles ou super belles avec des gens autour de moi. Aïe, aïe. Ouf. Moi, j'ai déjà lu ou j'ai déjà vu une chose, c'est quand tu traverses une rivière en plein hiver, il faut que tu te dénudes au complet pour justement remettre tes vêtements secs après. Je ne sais pas si ça c'est vrai, là, mais... C'est vrai, j'ai essayé. Puis, tu sais, j'étais en sous-vêtements avec pas grand-chose sur le dos, puis mes vêtements chauds dans mon sac. Mon sac, j'arrivais à l'avoir étanche, mais j'étais en bottes, puis j'étais, tu sais, en sous-vêtements, puis il y avait tellement de branches que je ressortais les jambes pleines de blessures. Fait que là, je pouvais pas me permettre. Fait que là, je mettais mes Gore-Tex. Tu sais, j'avais rien d'autre en dessous. Mais justement, tu sais, c'est là où ça prend l'eau, c'est là où tu t'en vas plus profondément. Puis avec le poids du sac, puis tout ça, c'était quelque chose. Fait que j'en ai appris beaucoup. Puis j'ai vu aussi rapidement ce qui était dit dans les livres de survie, puis qu'est-ce qui était vrai. Puis aussi, il y a souvent des fois où je me suis dit, ah, OK, là, c'est en train de m'arriver. Je suis en train de perdre le contrôle sur, mettons, ma chaleur. Puis je me rappelais avoir vu ça dans les livres que j'avais lus. Puis des fois, je me disais, OK, t'es toute seule, prends pas beaucoup de risques. Puis d'autres fois, je voulais juste m'en sortir. Je voulais arriver puis montrer aux gens qui me faisaient confiance que j'allais arriver, que j'allais y arriver. Puis ça m'a poussé trop loin aussi. C'est sûr. Chaque jour, je devais donner mon point auquel j'avançais, puis dire où est-ce que j'étais rendue. Puis des fois, mon orgueil me poussait à faire des choses incontrôlées. Un peu trop poussé. Ouais, c'est niaiseux, aïe. mais ça, j'ai beaucoup grandi de ça. C'est que maintenant, je veux plus prendre de risques pour me prouver, tu sais. Maintenant, je sais je suis qui. Ça va vraiment être des risques calculés à ce moment-là. Je pense que ouais. Good. Je pense que tu fais bien. Toute cette aventure-là t'a amené justement à... t'as découvert la course à pied au travers de tout ça, le trail. Puis pourquoi tu as choisi les ultras? C'est parce que tu es dans le dépassement de soi? Ou c'est vraiment l'aventure? Ou c'est la souffrance que tu aimes? C'est vrai qu'on se dit ça. Hein? Je sais pas si j'écoutais Elisabeth Cochon, je pense que tu avais interviewé il y a 2 semaines. Puis on dirait que justement, avec les gens qui font des ultra-trails, c'est quelque chose qui revient beaucoup comme question. Est-ce que tu aimes la souffrance ou qu'est-ce que tu aimes là-dedans qui te donne envie de continuer après 50 km? Il n'y a pas beaucoup de réponses, mais je pense que les réponses, c'est que tu apprends beaucoup dans ces contextes-là, sur toi-même, sur ta résilience. Puis aussi, c'est comme des aventures en condensé. Hein? T'es au bout de toi-même en si peu de temps. Ça peut être des fois en 2 heures, en 5 heures, quand tu rentres dans la nuit, quand tu sens que tu es seul sur les sentiers et que tu n'as plus d'énergie, tu te retrouves dans une sensation où tu es proche de zéro en termes de qualité de vie. Puis, tu sais, la pyramide de Maslow hein? dit que, mon Dieu, tu sais, je suis rendue à un point où, tu sais, je sais pas, je me sens vraiment totalement hors de ma zone de confort. Je suis plus du tout responsable de comment je vais réagir par la suite. Moi, c'est ça que j'aime. Puis, le trail, comparé à des longues expéditions, ben là, tu t'en vas seulement quelques heures, puis tu as l'impression justement que ça peut durer, puis c'est un échange constant entre ton énergie, ton focus mental, tes blessures, tes problèmes digestifs, tout ça, mis dans un seul paquet. Dans un gros 10 heures, mettons. C'est ça. C'est capoté.
Moi, j'ai pour m'en dire, je ne sais pas s'ils le font, mais moi, j'ai toujours pensé que les militaires, mettons, dans leur entraînement, devraient courir des ultras parce que ça forge une endurance assez incroyable. Puis j'étais genre, moi, j'avais déjà dit à une fille qui entraîne les militaires, tu devrais entraîner les militaires à faire des ultras. Il y a eux autres qui se promènent, qui font des expéditions régulières dans l'Amazonie et des affaires comme ça. Je trouvais tellement que c'est formateur. Puis ça rejoint tellement l'aventure. Puis justement, la capacité de gestion et tout, là, je trouvais ça intéressant. Mais finalement, ça n'a pas passé au conseil. C'est tellement un concept intéressant de faire ça, en plus en équipe, ce que ça peut développer, parce que quand on court aussi en gang, il y en a toujours un qui va sentir des blessures à un certain moment, quand l'autre va être correct. Puis l'échange entre toutes les personnes de l'équipe peut être vraiment super. Puis d'ailleurs, tu en parlais avec Elisabeth du Grand Raid de la Réunion, comment l'équipe avait travaillé là-bas pour s'entraîner. Puis justement, quand on est en équipe, on apprend beaucoup plus que quand on est seul. Puis c'est des environnements, des contextes, les courses où tu peux grandir puis arriver à collaborer d'une façon tellement efficace. C'est cool. Totalement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, prochaines années? Je pense que le virus en ce moment m'a permis de relaxer puis de me dire qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est important pour toi dans les prochains temps. Puis, comme tout le monde, j'avais un peu des trucs de prévu cet été. Puis, dans les expéditions qui s'en venaient, ben, j'avais l'idée d'aller en Patagonie pour faire un documentaire là-bas avec un explorateur français qui s'appelle Vincent Colliard. Puis, c'est un explorateur polaire. Puis, ce gars-là, ben, on s'est rencontrés en Antarctique, puis on a décidé de refaire des expés ensemble. Puis là, ben, de dire qu'on repartait là-bas, ben, c'était un gros truc, parce qu'on voulait traverser le glacier Yellow Continental Sud. Et ben, c'était une grosse expé parce que ça aurait été une première hivernale. On voulait faire ça en juin. Mais là, malgré le fait qu'on ne puisse pas le faire, on s'est dit qu'on allait le faire, mais d'une façon différente. Puis c'est sûr que les recherches qu'on voulait faire sur le terrain, qui étaient reliées au carbone qui se déposait sur la glace, ben, on veut les faire encore, mais on trouvait ça un peu absurde de se rendre là-bas en avion puis de déposer des traces de carbone. Tu sais, je veux dire, ça faisait pas de sens. Fait que ce qu'on a pensé récemment, c'est de se dire pourquoi pas y aller en bateau puis faire comme les explorateurs dans le temps, puis faire une expérience où on part de la maison en voilier pour arriver au glacier, puis là, faire l'expédition de A à Z sans émission de carbone. Puis malade. là, on parle sur la glace. Ouais, une expédition d'1 an au lieu d'une expédition de 2 mois et demi. Préparer le bateau. On irait en trimaran, peut-être un Corsair 31. Donc, c'est long traverser l'océan pour se rendre jusque là-bas. On partirait sûrement de France. Fait que c'est quelque chose. Malade. Prochaine Caro, ouais. Je vais te laisser à tes occupations, ma chère. D'accord. J'espère que tu vas revenir avec moi, parler de tes aventures qui s'en viennent. Puis ça me ferait plaisir de te recevoir à nouveau à mon podcast. Puis j'espère que tu as apprécié, ma chère. C'est certain, puis je continue à écouter ce que vous faites et ce que tu fais, hein, parce que tu n'as pas d'équipe derrière toi. C'est incroyable. Puis j'ai hâte qu'on se recroise dans une course ou autre chose. Pareillement. Bonne journée. Salut, Caro. Bye bye. Bye.